Alors, l'impact par macro-lot. En fait, on va parler de 4 lots principaux. La parcelle, hein, donc l'habitat léger, là, comme Kevin. Lui, Alternative Ways n'est pas tellement embêté par cet impact parcelle, puisque tous les habitats légers, eux, sont posés. Donc, pas d'impact. Le gros œuvre, alors forcément, quand vous avez comme on l'a vu, du béton ou du parpaing, ou etc., il y aura un impact carbone et ça sera figé sur son maximum. Le second œuvre, c'est tout l'aménagement intérieur et les équipements, forcément, que ce soit des chaudières, des clims, etc. Donc il y aura aussi ce lot. Donc 4 lots bien distincts avec des maxis à ne pas dépasser. Voilà, le confort d'été, nous y voilà. Alors, le logiciel, lui, permettra de définir des degrés heure, et grâce à ces degrés heure, on verra si on tient la zone de confort. Alors, ce sera du logiciel, hein, ça m'étonne aussi, mais c'est comme ça. Et donc, il faudra ne pas dépasser 26 degrés la nuit et 28 en jour. Donc, si on dépasse ces valeurs-là, ça veut dire que où on va nous impacter l'impact carbone d'une clim, ou on va devoir revoir la structure du bâtiment. Donc, à mon avis, ils vont commencer par regarder ce confort d'été. Parce que si on doit remodifier l'ensemble du bâtiment, il faudra naturellement modifier aussi tout le reste. Donc je pense que au niveau contrôle, on se trouvera sans doute avec ce fameux confort d'été qui sera en fonction des isolants de toute façon. Voilà. Alors forcément c'est plus facile si vous habitez en Bretagne que si vous habitez plein sud. Voilà. Donc alors le surcoût. Alors le surcoût, alors moi je suis pas du tout inquiet pour le surcoût, je vais vous expliquer pourquoi. Alors en région parisienne forcément c'est plus inquiétant, mais dans nos secteurs le surcoût ne m'inquiète pas parce que quand je vois l'évolution des surfaces maisons, quand moi je me balade dans les lotissements, quand je vois des maisons 2 fois plus grandes que la mienne pour 2 ou 3 personnes, je me dis qu'il y a de la marge. Donc ce surcoût va peut-être se traduire en limitant la surface, et en limitant la surface, ça limite aussi l'impact. Donc, don't panique, n'aie crainte, c'est sûr que ça va créer énormément de travail, hein, parce que ça va créer des nouveaux métiers, hein, le carbone c'est quelque chose de nouveau. Donc, on crée des nouveaux métiers, il y a un impact sur le coût, mais au coût final, je pense qu'il n'y en aura pas, parce qu'on va diminuer nos surfaces de maison. Quand on voit les surfaces au sol, et avec l'étage sans dératèlement, c'est-à-dire même surface à l'étage, eh ben, on se dit que tout ça, il va falloir de l'énergie quand même. Donc ça aura un impact carbone. Alors finalement, le plus 10%, s'il se transforme en non-augmentation, ça veut dire qu'il va se transformer en diminution de surface au sol, et c'est peut-être pas plus mal pour l'utilisateur d'ailleurs. Alors, Kevin, le solaire. Alors nous, on n'a pas attendu l'annonce de l'arrivée de cette norme pour y travailler. On avait travaillé déjà sur l'impact carbone. Alors les panneaux solaires, en 1975, on était à 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Aujourd'hui, on est aux environs de 20 grammes de CO2 par kilowattheure. Et nous, on s'est dit qu'on va faire encore des améliorations. Et des améliorations, ça a été facile. On a analysé la station. Alors, naturellement, tout le monde y participe, hein, que ce soit les amis, la famille ou Kevin qui est directement impacté. Donc, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Et en fait, sur une station solaire, vous avez un onduleur qui est connecté à la batterie pour fabriquer du secteur, qui consomme, même si on ne l'utilise pas, 1000 watts-jour. Donc, en fin de compte, ça a été assez simple avec le choix de notre onduleur. Déjà, avec Kevin, on s'est dit, on est déjà pas mal, mais en plus, on a appliqué une stratégie solaire pour effacer 850 watts sur cette station. Alors, 850 watts, ça veut dire moins de panneaux ou plus de production. Mais tout ça, c'est lié.
Les 850 watts économisés, c'est un lave-linge et l'éclairage d'un bâtiment de gagner. Donc là, c'était quand même intéressant. On doit prochainement regarder ce que consomme un contrôleur de charge MPPT, parce que lui, il est toujours connecté à la batterie, il a un affichage, il a souvent un Bluetooth, et voir si c'est intéressant de le déconnecter la nuit et de le reconnecter avant le lever du jour, et bien sûr en prenant soin de le reconnecter à la batterie avant de le reconnecter au panneau solaire. Je vous rappelle qu'il y a un apprentissage de la batterie qui se fait sur ces contrôleurs de charge, et que si vous connectez le solaire, c'est foutu. Donc peut-être que là on a encore une marge, mais nous on en a encore une autre, c'est-à-dire cette stratégie, Kevin avait pas mal travaillé dessus, c'est-à-dire nous calculons les stations solaires pour pouvoir avoir la quantité nécessaire l'hiver, les 3 mois d'hiver, là où ça produit le moins, et donc en sortie d'hiver, le surplus, il faut l'utiliser. Et bien le surplus, Kevin a décidé de l'utiliser pour effacer l'empreinte gaz, et ce gaz c'est souvent de l'eau chaude instantanée, hein. On n'est pas sur du chauffage, hein. Rappelez-vous, le chauffage, le gaz ça va être terminé, là on est sur de l'eau chaude instantanée. Et si vous mettez en amont de la chaudière un ballon d'eau chaude et que vous utilisez le surplus de solaire, vous allez voir que début de belle saison, vous allez diminuer largement la consommation de gaz, et fin de saison, vous allez même voir la chaudière ne pas se déclencher, parce que l'eau chaude qui va arriver à la chaudière va être suffisamment chaude pour que cette chaudière ne se déclenche pas. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, puisque on a fait l'économie d'une certaine quantité de gaz pour chauffer l'eau, est-ce que nous on peut la retrancher à notre impact carbone? En théorie, ça devrait être oui. Maintenant, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Malgré tout, Kevin souhaite que l'on applique systématiquement cela, même si ça ne déduit pas, puisque naturellement ça va déduire au niveau impact carbone. Donc la station solaire, c'est quelque chose où on peut jouer sur les rendements. Alors il y a une autre façon de jouer sur les rendements, c'est la fameuse batterie. Alors dans les fourgons, on trouve malheureusement encore trop souvent des batteries de 12 volts. Nous on a décidé de la passer à 24 volts. Pour Kevin, c'est important parce que si vous doublez la tension de la batterie, vous divisez le courant par 2. Et le courant, c'est ce qui crée l'échauffement dans les câbles. Et cet échauffement, c'est une perte de rendement. Donc on augmente les rendements en augmentant la tension. Mais les sections de fil, si vous multipliez la tension par 2, ces sections de fil vont être divisées par 2. Donc le cuivre, vous allez, au lieu d'avoir entre les panneaux solaires et la station un 20 mm², vous allez avoir un 10 mm². Donc quand la station se trouve à 30 mètres, c'est hyper important puisqu'on a divisé par 2 la quantité de cuivre, donc directement l'impact carbone. Donc lorsqu'on nous demandera, alors pour l'instant Kevin n'a pas eu beaucoup de demandes sur des onduleurs allant jusqu'à 5 kW, généralement c'est du 3 kW, et lorsqu'il y aura des demandes comme celle-ci, on passera d'une batterie de 24 à 48. Alors pourquoi les gens restent sur la 12 volts dans les fourgons, les camping-cars? Parce que les coupleurs sont faits pour des batteries 12 volts, alors que vous pouvez très bien charger une batterie de 24 volts ou de 48 volts en utilisant un élévateur de tension à découpage. Et les rendements sont intéressants, les rendements sont bons, et en plus, vous avez quelque chose de moins cossu, moins de risque, parce que moins d'échauffement aussi, et meilleur rendement. Vous avez à gagner sur tous les plans au niveau batterie. Alors Kevin lui a exclusivement mis des batteries lithium fer phosphate. Je vous rappelle qu'elles sont recyclables totalement et qu'elles ont une durée de vie moyenne de 15 ans. Alors aujourd'hui on n'a pas encore l'impact carbone de ces batteries,
Mais j'avoue qu'on n'est pas très inquiet. Normalement, ces stations, lui à Kevin, sont et resteront telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire une batterie de qualité. Parce que vous vous rappelez que sur 50 ans, l'impact carbone d'une batterie, si vous n'avez que 5 ans de vie, style batterie au gel, vous allez devoir multiplier l'impact carbone par 10. Donc, plus vous avez une durée de vie longue, et nous, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport au choix technique de Kevin. À l'époque, on en avait parlé, lui voulait qualité. Quitte au départ à vendre moins le temps que les gens se familiarisent avec cette batterie, parce que ce qu'on voit, c'est que tous les kits sont avec des batteries gel qui malheureusement, lorsque les appareils ne sont pas programmés pour les préserver, ne durent pas 5 ans, hein. On a vu 2 ans des fois. Il est important que si vous achetez des kits, que le contrôleur de charge MPPT et que l'onduleur soit programmé pour protéger la batterie, sinon sa durée de vie est limitée. La lithium fer phosphate est une batterie où toute sa charge va être utilisée, enfin c'est 95% de sa charge va être utilisée. Une batterie gel, on pourra en utiliser que 50 de sa charge. Donc si vous continuez à la décharger au-delà des 50, là l'impact carbone sera énorme. Donc ça peut être aussi une bonne nouvelle si les batteries gel diminuent. On voit leur durée de vie diminuer parce que les gens les mettent dans des kits sans programmer les appareils. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Et nous, forcément, le bas qui blesse, c'est le métal. On l'a vu, il y avait le béton, il y avait donc notre support solaire est inoxydable. Avec Kevin, on s'était bien amusé. Alors lui voulait présenter ce type de produit. Il avait raison, hein, c'est quand même un produit durable. Mais malgré tout, l'impact carbone est important. Donc, il va être aussi important que nos panneaux solaires. Donc, concrètement, nous devons l'abandonner, puisqu'il peut avoir un impact carbone à hauteur de la station. On a mis que le client aura le mot de la fin, parce que si lui ne veut pas l'abandonner malgré tout ce qu'on va lui amener comme argument, on lui fera quand même, parce que de toute façon, il le fera à la concurrence. Donc on va essayer au maximum d'utiliser notre énergie pour lui faire prendre conscience que ce support, il est préférable de l'avoir en bois, et que beaucoup de nos clients le réalisent en bois, et que désormais ça va être important. Donc voilà. Encore une chose dont je voudrais parler, ce sont les doubles vitrages. Alors en France, sur la baie dite panoramique, on n'a pas vraiment de données, c'est-à-dire ce sont vraiment les constructeurs qui vont appeler leur baie panoramique. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus défini, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays où la baie panoramique c'est du 120 degrés. Pourquoi 120? Parce que quand on ne bouge pas la tête avec nos deux yeux, on voit à plus 62 degrés et moins 62 degrés. Donc ils ont arrondi à 120 degrés. Donc ça a du sens. Et plus on va aller vers des grosses baies, plus il va falloir adopter des solutions pour éviter l'effet de serre. Donc on a parlé d'échauffement, et forcément il y en a. Alors je vais vous en parler un petit peu. Après, dans beaucoup de pays, le terme n'est pas aussi maîtrisé que le panoramique. On parle d'hyper panoramique élargi. Alors ça va jusqu'à 180 degrés. Ça veut dire soleil du matin, soleil de la journée, soleil du soir. Et beaucoup ont limité le soleil du soir en se disant non, le soir, il faut un peu moins de lumière pour laisser le corps se reposer, se préparer à la nuit. Donc ont plutôt tapé sur le soleil du matin et le soleil de la journée. Alors tout ça pour dire l'effet de serre, comment on le gère dans ces cas-là. Alors il y a une solution. La solution, c'est de prendre des doubles vitrages, alors naturellement avec du gaz argon, mais avec une vitre sur les deux traitée à l'argent. C'est-à-dire au moment de la fusion de la vitre, on a mis de l'argent et ça bloque le rayonnement infrarouge. Donc en fonction du côté intérieur ou extérieur, enfin c'est toujours à l'intérieur du double vitrage, mais si vous traitez la vitre qui se trouve à l'extérieur, mais vous la traitez à l'intérieur,
vous allez limiter le rayonnement infrarouge. Donc le soleil, ce qui chauffe, c'est le rayonnement infrarouge. Hein. Vous avez les UV mauvais pour la vue, mais vous avez l'infrarouge qui crée l'échauffement, l'effet de serre. Donc en utilisant ces baies techniques, en argent, vous pouvez limiter l'échauffement dû au soleil. Donc c'est pour ça que certains arrivent à avoir des bâtiments bien gérés avec des doubles vitrages sur des panoramiques élargies, donc du 180 degrés. Donc après, il va falloir composer parce que c'est pareil, le nombre de vitrages, vous pouvez limiter l'impact rayonnant du soleil en bloquant les infrarouges, mais il faut aussi que vous ayez des vitres, des doubles vitrages inversés aussi pour limiter la sortie de votre chauffage. C'est aussi du rayonnement infrarouge. C'est pas tout à fait la même onde, mais voilà. Donc ça sera à vous de définir à l'avenir si vous voulez utiliser des panoramiques ou des super panoramiques. En France, la définition de panoramique, il n'y a pas d'angle, mais dans beaucoup de pays, il y a. Et si vous voulez utiliser, il va falloir rentrer sur le détail technique de ces produits traités à l'argent, bloquant les infrarouges, à la fois intérieur et extérieur. C'est-à-dire trouver des compromis entre du vitrage où on ne va pas le traiter du tout, on va utiliser du vitrage argon, du vitrage qui va garder la chaleur intérieure et du vitrage qui va bloquer la chaleur extérieure. Donc j'ai pas trouvé de formule, j'ai essayé de trouver dans les pays où c'est beaucoup utilisé. J'ai pas trouvé de formule nous disant bah voilà la règle sur une surface de 180 degrés vitrée, voilà ce qu'on conseille. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Donc ça veut dire que ce sera plus l'expérience des professionnels qui vont parler. Et ça veut dire aussi qu'avec Kevin, il faudra réaliser des enregistreurs pour aller voir comment équilibrer tout ça sur des grandes baies, puisque les gens qui sont dans l'habitat léger au niveau de la nature souhaitent eux pouvoir avoir une vision élargie du panorama. En fait, l'habitat a moins d'importance que l'extérieur. Donc on a l'effet visière aussi. Alors l'effet visière est intéressant l'été, mais le fait de le laisser en permanence, il est important. L'hiver nous couvre quand même au niveau éclairage intérieur et c'est un peu dommage. Donc le déroulement de la visière est intéressante pour protéger du soleil. Tout simplement soleil d'été l'habitat. Donc est-ce qu'il faudra en user? On a vu aussi qu'il ne faudra pas dépasser un certain niveau en température. Alors nous on a mis sur le cahier des charges avec Kevin un régulateur de température qui gère tout seul le rafraîchissement des maisons avec une sonde extérieure et intérieure, hein, c'est tout basique. Donc dès que la température extérieure est inférieure, on accélère le processus. Naturellement, nuit tombante, on va accélérer l'échange. Et lorsque la température intérieure et la température extérieure sont équilibrées, il faut juste revenir à une vitesse d'extraction de l'air vicié. Donc cet air vicié, on se pose la question, est-ce qu'on le gère aussi avec un capteur de CO2, alors c'est possible en intérieur. Ce capteur de CO2 permettrait à la fois de vérifier que sa ventilation fonctionne bien, c'est-à-dire que son groupe n'est pas défaillant, puisque vous auriez l'affichage des données en ppm, et en même temps permettrait de ne pas ventiler lorsqu'il n'y a personne dans l'habitat. Parce que si il fait chaud à l'extérieur et qu'il n'y a personne dans l'habitat, il vaut mieux ne rien faire. Donc couper la ventilation. Donc toutes ces petites études-là, est-ce qu'elles seront acceptées? C'est-à-dire, est-ce qu'en les présentant en disant nous, on n'a pas un système de clim, mais on a un système de rafraîchissement, puisqu'on a vu sur les données techniques qui parlaient de rafraîchissement. Donc voilà, ça c'est encore, on va attendre avant de mettre au niveau de la R&D, puisque Kevin lui a des partenaires qui peuvent travailler dessus. On va attendre de savoir ce que cette norme apporte. Si elle nous permet de le faire, dans ces cas-là, la solution de rafraîchir est une solution simple. Donc évitons les clims de préférence.
Rappelez-vous le vitrage, d'ailleurs en ville on se posait la question comment est-il possible qu'un bâtiment tout vitré ne soit pas en surchauffe avec l'effet de serre, mais non, c'était du vitrage technique traité à l'argent. Donc il y a un surcoût, hein. Là vous allez voir un double vitrage à l'argon classique et un double vitrage avec une partie traitée argent, c'est pas le même prix. Donc voilà, alors c'était pour rentrer un petit peu en matière, on essaiera avec Kevin, avec les gens qui nous entourent, avec l'écoute des solutions, de faire une synthèse de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, et de voir les alternatives. Alors les habitats légers, vous êtes souvent liés à ce qu'on appelle les low-tech, parce que ce sont des technologies de base qui ne demandent pas qui demandent une grande connaissance technique des phénomènes, mais peu en matériaux modernes en fin de compte. On va utiliser des solutions simples pour vivre confortablement dans l'habitat. Donc les low-tech se sont emparés du phénomène depuis 5 ans. Donc eux, ils n'ont pas attendu la RE 2020. Ça va encore s'accentuer. Prenons ça comme des envies, surtout l'envie d'arriver à faire des choses sympas, pas forcément onéreuses, et ça peut être intéressant à la fois de décarboner, mais de trouver des solutions qu'on avait sous les yeux et qu'on n'a jamais utilisées. Voilà, enfin j'espère que cette présentation vous a permis de voir ce qui nous attend en termes de construction, et ça vous permet aussi de penser à ce qui nous attend côté transport. Je rappellerai que pour transporter une personne qui pèse 80 kg, en général, et aujourd'hui, vu le poids des véhicules, il faut déplacer 1,5 tonne, c'est juste pas possible. Le rendement ne pourra jamais être bon, que ce soit électrique ou autre, pour déplacer 80 kg, et c'est pas possible d'avoir à déplacer 1,5 tonne. Donc on aura toujours un impact carbone élevé. Alors à quoi va ressembler le déplacement de demain? Donc voyons, attendons et pourquoi pas anticipons. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.